9h10 à Tel Aviv, l'heure d'un point sur l'écho et on va reparler des bourses des monarchies pétrolières du Golfe qui ont chuté hier de 6%. Un vent de panique a soufflé sur les 7 places du Golfe qui a provoqué une plongée des indices. La bourse d'Abu Dhabi a cédé 4,5%, celle de Koweït 2,3%. Le point en image. Vent de panique sur les bourses des monarchies pétrolières du Golfe. Les 7 principales places financières de la région ont enregistré ce dimanche une baisse générale. L'indice de la bourse de Riyad a fini à son plus bas niveau avec une perte historique de près de 318 points à 5,5 points. La bourse saoudienne, la plus importante des pays arabes, a clôturé sur une baisse de 5,44% après avoir chuté en séance à plus de 7%. Quant aux places de Dubaï et du Qatar, elles ont cédé jusqu'à 6% chacune. Depuis le début de l'année, les 7 marchés des pays du Golfe ont perdu plus de 130 milliards de dollars de leur capitalisation totale, estimée actuellement à 800 milliards de dollars. Et pour cause, la majorité des sociétés des pays du Golfe dépendent des gouvernements qui dépendent eux-mêmes des cours du pétrole. Le prix du brut, qui constitue plus de 80% des revenus de ces pays, a reculé de 20% sous la barre des 30 dollars depuis le début de l'année. Le marché pétrolier est totalement saturé par l'abondance de l'offre, une situation qui ne fera qu'empirer avec la récente levée des sanctions économiques contre Téhéran et le retour de l'Iran sur le marché pétrolier. Les experts sont divisés. Certains estiment que l'impact de ce nouvel acteur sera dans un premier temps limité. D'autres soutiennent au contraire que le retour de l'Iran sur les marchés pourra faire baisser le prix du baril d'environ 10 dollars, ce dès 2016. Les cours du pétrole reculeraient alors de près de 21%, tandis que les exportations iraniennes bondiraient de 17 milliards de dollars, soit 3,5% de son PIB. Selon un rapport de la Banque mondiale, les échanges devraient principalement s'accélérer avec la Grande-Bretagne, la Chine et l'Inde. Alors voilà pour le point sur le week-end. Jana Citruc, bonjour, merci d'être avec nous. Alors quelle est la tendance sur les marchés ce matin? Alors ce matin, la tendance est plus contrastée. Pour Riyad, on a une chute toujours moins 5,44%. Pour Dubaï, plus 1,95%. Pour le Qatar aussi, du vert, plus 1,14%. En Asie, les bourses sont également en ordre dispersé du rouge pour Tokyo et Hong Kong. Tokyo, moins 1,12%, Hong Kong, moins 0,77%. Et du vert pour Shanghai et Séoul. Shanghai, plus 0,47% et Séoul, plus 0,09%. Alors quid à présent des bourses européennes, à quoi on peut s'attendre aujourd'hui? Alors déjà vendredi soir, ce qu'il faut savoir, c'est que les marchés européens ont terminé dans le rouge, moins 1,93% pour Londres, moins 2,39% pour Paris et moins 2,54% pour Francfort. Des chutes causées par la volatilité des bourses chinoises, mais aussi, on en a parlé, donc la dégringolade du pétrole et avec en plus l'anticipation du retour de l'Iran sur ce marché. Je vous rappelle qu'aujourd'hui, un baril d'or noir se vend moins de 30 dollars. C'est son plus bas niveau depuis février 2004. On attend donc avec impatience aussi la réaction des marchés américains. Pour ça, il faudra attendre mardi puisque cette journée est fériée aux États-Unis. Vendredi, le Dow Jones, le Nasdaq et le S&P 500 avaient tous les trois clôturé dans le rouge. En tout cas, la semaine risque d'être agitée sur les marchés financiers. On attend mardi les chiffres du PIB chinois qui devraient montrer que la croissance poursuit son ralentissement. Et puis jeudi, une grosse réunion aussi de la BCE, de la Banque centrale européenne. C'est la première de l'année 2016 et surtout l'institution devrait en dire plus, savoir si elle continue ou pas son programme, si elle poursuit ou pas son programme de rachat d'actifs. Un rendez-vous donc très attendu par les investisseurs. Voilà, et ça ce sera jeudi. Alors le grand titre de l'actualité aujourd'hui, c'est bien évidemment Renault. Le patron de Renault doit s'exprimer aujourd'hui. Les dirigeants qui doivent être auditionnés au sujet de leur moteur diesel. Oui, début janvier, Renault avait été perquisitionné. Pourquoi? Parce que depuis octobre, en fait, depuis les scandales Volkswagen, des tests sont réalisés, des tests qui montrent que certains véhicules du groupe polluent beaucoup. Jusque-là, rien de très original pour un constructeur automobile, surtout pour des véhicules diesel. Sauf que jeudi dernier, dans un tract, la CGT a sous-entendu que ces résultats pourraient avoir un lien avec des moteurs truqués. Donc sans surprise, les rumeurs se propagent et l'action Renault dégringole. Ce lundi, donc, les dirigeants doivent être entendus par la commission technique qui avait été mise en place par Ségolène Royal, même si déjà en fin de semaine dernière, la ministre de l'écologie a tenu à éclaircir la situation. Il s'agirait d'un dépassement de normes et non pas d'une fraude. On l'écoute. Il n'y a pas de logiciel de fraude sur la marque Renault. Sur les émissions,
Les tests montrent des dépassements de normes pour le CO2 et pour les oxydes d'azote sur des modèles concernant plusieurs constructeurs étrangers et un constructeur français. Et Renault a quelques dépassements de normes, mais n'a pas de fraude, d'une part. Et d'autre part, c'est un groupe aussi qui s'est fortement engagé sur le déploiement du véhicule électrique. Voilà, tout est dans la nuance. Alors parce que du coup, aujourd'hui, entre les scandales d'un côté et la pollution de l'autre, eh bien, le diesel n'a plus vraiment le vent en poupe. Il est pas mal décrié, on peut le dire. Oui, d'ailleurs, en octobre dernier, le gouvernement s'est fixé un objectif, réduire l'utilisation du diesel. Le problème, c'est que le gazole a un argument et pas des moindres, c'est qu'il est assez peu cher, il est très attractif. C'est généralement pour ça que les consommateurs achètent des véhicules diesel. Aujourd'hui en France, 2/3 des voitures en circulation roulent au gazole. Donc pour inverser la tendance, le gouvernement a prévu d'augmenter les taxes sur le diesel et en parallèle de diminuer celles sur l'essence, le tout petit à petit pendant 5 ans afin de réduire l'écart de prix entre les deux carburants. Merci beaucoup, Johanna, pour ce point sur l'actu éco. On passe tout de suite à l'essentiel de l'actualité internationale en bref et en images. Le président exécutif du groupe pharmaceutique portugais Bial, António Portela, s'est dit hier profondément choqué après le décès d'un patient qui avait participé en France à l'essai clinique d'un médicament testé pour le compte du laboratoire. Il entend modifier les procédures préalables aux tests de médicaments. Le secrétaire général de l'AIEA doit s'entretenir aujourd'hui avec le président iranien après l'entrée en vigueur de l'accord historique sur le nucléaire et la levée de la plupart des sanctions qui pesaient sur Téhéran. Yukiya Amano, secrétaire général de l'AIEA, rencontrera donc dans la journée Hassan Rouhani. Et puis 3 des 4 prisonniers irano-américains libérés par l'Iran ont quitté hier Téhéran à bord d'un avion spécial suisse pour Berne. C'est ce qu'a rapporté la télévision d'État iranienne. L'opération d'échange de prisonniers entre l'Iran et les États-Unis qui est intervenue le jour même où l'accord nucléaire historique entre l'Iran et les grandes puissances entrait en vigueur. Bonjour. Bonjour. Merci de nous avoir rejoints. On va parler de cette audience aujourd'hui pour tenter de faire réviser son procès. Appel mercredi sur le volet civil de sa condamnation. Jérôme Kerviel repart à l'assaut des tribunaux et de son ancien employeur, la Société Générale. Le témoignage d'une ancienne magistrate dans un enregistrement clandestin qui met en cause donc la Société Générale. Un témoignage qui pourrait faire basculer l'affaire. Et oui, c'est un enregistrement donc clandestin qui a été dévoilé par le journal 20 minutes et par le site Mediapart, une bande sonore de 40 minutes dans laquelle une ancienne vice-procureure, Chantal Deléris, qui a suivi l'enquête sur les pertes de la Société Générale en 2008, eh bien, déclare que l'enquête a été manipulée par la Société Générale et que la banque connaissait les agissements de son ancien trader. Elle dit même que dans le milieu de la finance, tout le monde sait très bien que la Société Générale est au courant. Cette magistrate a été enregistrée à son insu le 17 juin dernier par une ancienne commandante de la brigade financière, Nathalie Leroy, qui était aussi sur le dossier à l'époque. Et du coup, ça pourrait aider Jérôme Kerviel, qui a été, on le rappelle, condamné définitivement. C'était en mars 2014 pour abus de confiance. Oui, Jérôme Kerviel, donc, qui a été trader pour la Société Générale à partir de 2000, qui a été condamné donc, en 2010 à 5 ans de prison, dont 2 avec sursis, pour avoir infligé une perte, je vous le rappelle, de 4 milliards 900 millions d'euros à sa banque. Une sentence qui a été confirmée en appel en 2012, avant que la peine soit partiellement changée par la Cour de cassation, qui a décidé de ne conserver que la peine de prison. Donc Jérôme Kerviel ne doit plus rembourser la Société Générale qui pour la première fois a été accusée d'avoir failli dans ses mécanismes de contrôle. Alors c'est assez étrange parce que cet enregistrement avait classé sans suite finalement les plaintes de Kerviel contre cette même Société Générale. Oui, tout à fait. En fait, la magistrate Chantal Deléris, elle ne défendait pas vraiment l'ancien trader, mais dans cet entretien, elle souligne que c'est le chef de la section financière du parquet de Paris, Michel Mess, qui ne voulait pas mettre en défaut la Société Générale. Elle révèle même à l'enquêtrice Nathalie Leroy que toute la hiérarchie policière a fait croire que cette enquêtrice avait souffert d'un AVC pour décrédibiliser ses propos au moment où cette policière commençait à douter de l'honnêteté de la Société Générale. Donc en fait, on se rend compte qu'il y a beaucoup de dysfonctionnements
dans cette affaire et que certains membres du parquet de Paris seraient de mèche avec certains avocats de la Société Générale. Beaucoup de zones d'ombre, ça tombe à pic en tout cas pour Jérôme Kerviel. Oui, puisque aujourd'hui à 14h, son avocat David Koubi va demander le droit à un nouveau procès pour son client à la Cour de révision des condamnations pénales. C'est d'ailleurs l'avocat qui a dévoilé l'enregistrement. Il envisage même d'aller jusqu'à la Cour européenne des droits de l'homme pour obtenir gain de cause. Lui, Jérôme Kerviel, a également porté plainte. De son côté, le parquet de Paris, mais aussi l'avocat de la Société Générale ne font aucun commentaire. Et voilà, on en saura plus cet après-midi. Merci beaucoup Lise d'avoir été avec nous. Le président de la République, François Hollande, détaille aujourd'hui le plan massif de formation de 500 000 chômeurs, un plan promis lors de ses vœux aux Français, un domaine dans lequel la France est en retard. Elle forme un chômeur sur 10, quand l'Allemagne en forme 2 sur 10 et la Norvège 3 sur 10. Reportage dans un centre de formation de l'AFPA, l'organisme de formation professionnelle. On se croirait presque dans une émission de télé sur la cuisine. Il vous reste 10 minutes. Et pourtant, il s'agit d'une salle de classe. C'est même le jour de l'examen final. Ces élèves sont pour la plupart des chômeurs en formation. Philippe, ancien manutentionnaire, s'est inscrit à Pôle emploi il y a 1 an. C'est lui qui a demandé à faire cette formation d'agent de restauration. C'est un secteur qui est très porteur, donc je pense que j'aurai pas de difficultés pour trouver du travail. En effet, 9 stagiaires sur 10 en moyenne trouvent du travail à l'issue de cette formation de 5 mois. Ils vont travailler soit en entreprise, soit au restaurant d'entreprise, soit dans la restauration scolaire, soit même dans les maisons de retraite ou médicalisées. Donc oui, effectivement, il y a des besoins et des gros besoins dans ces métiers-là. Le gouvernement s'est fixé comme objectif de former 500 000 chômeurs de plus cette année. La France a du retard en la matière. Elle ne forme qu'un chômeur sur 10. C'est 2 fois moins qu'en Allemagne et même 3 fois moins qu'en Norvège. On est passé dans un mode de formation tout au long de sa vie. Donc les périodes de chômage peuvent faire partie des accidents ou des périodes de la vie d'un actif. Il faut qu'il puisse s'accéder plus facilement et plus rapidement à une formation qui lui permette de rebondir sur un nouvel emploi. Tous secteurs confondus, 6 chômeurs sur 10 retrouvent un emploi après une formation à l'AFPA. Ce qui devrait bientôt être le cas de Philippe. Il a décroché son diplôme d'agent de restauration et espère trouver rapidement du travail dans un restaurant d'entreprise. Et voilà, alors qui dit chômage dit curriculum vitae, CV, B2B. Et puis pour faire la différence, les candidats à l'embauche, enfin certains en tout cas, ne reculent pas devant l'originalité. On trouve de tout. Récemment, un jeune étudiant en BTS de 20 ans qui voulait décrocher un stage dans une agence de com, jusque-là rien de très original, a imaginé une lettre de motivation entièrement constituée, attention, regardez, de tweets. Youssef a sélectionné puis retweeté 32 tweets qui, lus à la suite, les uns après les autres, forment une lettre de motivation exposant son projet, ses envies, des tweets qui exprimeraient le mieux ce qu'il recherche et avec le moins de fautes d'orthographe possible. Alors je vous assure que sur les réseaux sociaux, c'est un véritable défi et une preuve de motivation certaine. Bref, un sacré boulot. Qui donne ça? Bonjour la tweetosphère. La tweetosphère, vous êtes en train de lire quelque chose d'intéressant, une révolution littéraire sans écrire un mot. La première lettre de motivation sur Twitter. Alors Youssef a trouvé des tweets tels que « J'ai toutes les qualités requises pour ce poste ». Alors il semblerait que quelqu'un en régie soit en pleine lettre de motivation, c'est pas du tout celui-là. Voilà, autre tweet qu'il a trouvé, rigoureux, efficace et organisé. Il a trouvé toute une série de tweets comme ça qui pourraient faire partie en fait d'une lettre de motivation. Alors un CV qui se démarque, ça s'ajoute à la liste des CV hors du commun qu'on peut rencontrer. Exactement. Alors j'ai trouvé quelques exemples comme par exemple les CV en chanson. Bon courage, regardez. Bonjour, je me présente, je m'appelle le Floc Valérian, originaire du Finistère, mais mon nom le souligne directement. Fraîchement diplômé de l'école Brassard à Nantes, où j'ai reçu une formation des plus motivantes. Je chante de toute ma voix une candidature usuelle pour un emploi en communication visuelle. Madame, monsieur, votre société est renommée dans son secteur d'activité. C'est pourquoi elle m'a beaucoup intéressé. Ça vous plairait, vous? C'est sympa, c'est inventif. Voilà, c'est inventif. Alors, il y a un responsable éditorial, lui, qui a préféré, non pas la chanson, mais raconter son parcours professionnel sous forme de jeu vidéo. Regardez, alors vous avez toute une série d'étapes comme ça. Alors, il raconte, après avoir acquis la compétence de travail en équipe grâce à un boulot de serveur de frites,
Il intègre ensuite une agence de consulting jusqu'à cette prophétie. Il devait devenir concepteur, rédacteur. Vous avez compris le sens de la motivation. Un autre CV, c'est allé plus vite que moi. Ça, c'est le cookie CV. Hein, c'est pour d'autres gens qui débordent d'imagination, qui ont décidé de faire un cookie géant. On voit toutes les étapes sur cette vidéo. À la fin, c'est un beau CV avec plein de petites choses écrites sur le gâteau. Je pense qu'on va y arriver bientôt. J'ai pas compris. Il y a le CV sur Vous allez cookie. voir. Alors, il est en train de faire son c'est comme en fait les espèces de feuilles de glace. D'accord. C'est comme pour les gâteaux d'anniversaire. Voilà, exactement. Et sauf que c'est un CV. Voilà. C'est un cookie, c'est un CV. Ça marche ? Alors, est-ce que ça marche ? Alors, attention, les CV insolites ne sont pas tous réussis ni de bon goût. Alors, hormis pour les métiers créatifs orientés vers l'événementiel, on va quand même vous prévenir que suivre cette voie, c'est un petit peu risqué. Bien que Nathalie ait décroché son poste comme ça, le recruteur veut un candidat qui le rassure, hein, pas qu'il fasse rire, on précise. N'importe quoi. Merci beaucoup, vous savez, d'avoir été avec nous sur ce plateau. Vous restez, hein, parce que dans quelques minutes, on se régalera. On parlera d'un festival pas comme les autres en Israël. La cuisine arabe en est la star et plus particulièrement les